Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, ce soir, comme on l'a annoncé, on va parler mariage. On va parler avec notre wedding planneuse ou planner. Je pense que planner, ça se dit. Jaël, donc Haïti Déco Mariage, qui va nous parler de son activité, de comment elle est en arrivée là et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous invite à partager le live, à partager avec vos amis le temps que tout se mette en place. Donc là, je vais accueillir Jaël. Bonsoir. Comment tu Bonsoir vas? à tout le monde, comment vas-tu, Faith? Bah, ça va, et toi? Mais ça peut aller, ça peut aller. Et la semaine, t'as passé une bonne semaine? Ben, tranquille, tranquille, comme nous, en fait, toutes les semaines, mais rien de spécial, on n'est pas en période, en grosse activité, donc ça va, c'est tranquille là. D'accord. C'est confiné aussi là-bas? Bon, on ne peut pas appeler ça un confinement, on va dire un confinement nouvelle génération. On n'est pas vraiment confiné, en fait. On n'est pas vraiment, on n'a pas été vraiment paralysé par rapport au Covid. Mhm. Et la mise en place du confinement ben, a duré au tout début. Après, les gens vaquaient à leurs occupations, tout simplement. On est en Haïti. D'accord. Honnêtement, l'annonce a été faite, donc tout le monde attend avec impatience ce live parce qu'il y en a pas mal qui veulent organiser leur mariage et tout ça. Et j'ai reçu une question de est-ce que vous faites des organisations hors Haïti? Parce que pour ceux qui nous regardent, on est en Haïti aujourd'hui. Lundi, on a reçu, je ne sais pas si tu as vu l'émission dont parlons 100% business, on a reçu un chef cuisinier, donc Marc-Edouard, qui est haïtien. Donc cette semaine, c'est la semaine haïtienne. Donc Super. voilà. Alors, j'ai une coupure. Je crois que c'est dû à ma connexion. Ah mince. Je ne sais pas si toi, si tu m'entends bien. Moi, je t'entends, oui. Je t'entends et je te vois. OK. Donc, bon, on va faire du mieux qu'on peut. Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coupures. Et je Ah pense qu'on est mince. ne va pas basculer sur un autre réseau. Mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. D'accord. Sinon, tu peux essayer de basculer. Je repasse la petite annonce que tout le monde sache que ce soir, c'est le mariage. Et je te... Je pense qu'on va rester comme ça parce qu'en fait, basculer aussi, ça va être tout compliqué pour moi. Et Ok. niveau logistique, ça, je risque de perdre la connexion de façon définitive. Mais vous Ah, m'entendez bien, c'est ça? comment? Toi, tu m'entends bien, c'est ça? Moi, je t'entends. Oui. Ok. Bon, de temps à Ok. autre, je vais devoir te faire reprendre les questions. Mais c'est pas grave, allons-y. Ok, on va essayer de s'organiser au mieux. En tout cas, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, bonsoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce soir, on est avec Haïti Déco Mariage, donc la présidente qui est Jaël. Elle va nous parler de son entreprise, de comment elle organise les mariages, sur quoi c'est tourné. Donc, n'hésitez pas à partager et à poser vos questions pendant le live. Du coup, on va commencer, Jaël. On va commencer avec la première question. La première thématique, c'est est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Comment tu es arrivé là? Bon, ça va là, c'est pas compliqué comme question. Bon, en fait, je suis Jaël et c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit présidente ou c'est vrai que c'est pas les titres que j'aime. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle par mon prénom et je travaille au sein d'Haïti Déco Mariage. Je suis aussi l'une des responsables puisque je dirige pas, je gère pas la compagnie toute seule. Je suis aussi accompagnée de mon époux, Joaquin. Et donc voilà, donc je suis Jaël, j'ai la quarantaine. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis basée en Haïti, que je vis en Haïti, que j'exerce le métier de wedding planner et wedding designer. Et avant d'être en Haïti, je vivais en Guadeloupe. Donc à la base, je suis, on va dire, guadeloupéenne d'origine haïtienne, puisque mes parents sont d'Haïti. Et j'ai passé toute mon enfance effectivement là-bas, jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, j'ai eu une opportunité de par mon travail, puisque je travaillais aussi dans le secteur de l'aérien. Et j'ai eu une opportunité, j'ai saisi cette opportunité. Et après, effectivement, j'ai voulu me lancer dans le métier de l'événementiel et me voilà aujourd'hui effectivement à la tête d'une compagnie et ça fait maintenant 8 ans. Donc, au sein d'Haïti Déco Mariage, ben, on est spécialisé mariage. On a voulu effectivement faire ce focus exclusivement sur les mariages puisque c'est une activité que j'aime et croyante, donc je crois beaucoup aux valeurs du mariage. Donc, c'était pour moi important. Et en plus, voilà. Donc, j'accordais particulièrement une importance au mariage. On s'est spécialisé au fil des années. On est reconnu sur le marché étant des spécialistes de tout ce qui est en rapport avec le mariage.
Et maintenant, en fait, en 2000, en fait, les années en fait qui ont marqué la compagnie, en fait, les progrès d'Haïti Déco-Mariage, on va dire ça comme ça, c'est lorsqu'on a été effectivement invité à Dubaï pour participer à l'une des organisations les plus reconnues dans tout le secteur du mariage à l'international. On était effectivement trois à représenter la zone Amérique latine et le bassin caribéen, et j'étais la seule caribéenne à être présente. Donc ça, c'était effectivement une fierté. On est arrivé en finale, en demi-finale, mais en finale. Et bon, c'est vrai qu'on a gagné, on est quand même arrivé en finale. Donc, donc voilà, c'est l'une de nos fiertés. Et en gros, c'est ça. Hein. Donc, Haïti Déco-Mariage, c'est une histoire qui a commencé effectivement en Haïti. Et maintenant, je l'ai déjà dit depuis 8 ans, on est là et on tient, malgré les hauts et les bas. Comme dans toute entreprise. Mais c'est super intéressant ce que tu nous racontes. Du coup, j'aimerais bien, avant qu'on continue, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cet événement à Dubaï, nous en parler un petit peu plus, comment ça s'est organisé. Parce que bon, tu as quand même représenté, j'ai envie de te dire, toutes les femmes de couleur. Ben, c'était pratiquement ça. Et c'était pratiquement ça. Déjà, c'était un bel événement et que je regardais de loin. C'est-à-dire, je regardais de loin et pour moi, c'était un événement que je n'aurais jamais pu participer dedans. OK? J'aurais pu y participer, mais plutôt comme, comme participant, puisqu'en fait, chaque année, ils organisent des masterclass et des conférences et où ils invitent effectivement des professionnels, mais pas pour participer à un concours et se positionner avec l'ensemble. Je ne sais pas si vous entendez. Non, ça va. Ça va. On va passer dessus. Bref, donc c'était vraiment quelque chose d'exclusif. Donc vraiment, nous on se disait que non, pas nous. Et en plus, on est basé en Haïti et Haïti n'a pas bonne pub. Donc pour moi, c'était pas l'événement où je me voyais participer. Pas participer pour participer dans un concours. Et c'est de là effectivement. En 2000, on est en 2021, en 2019, c'était en mars 2019, non, en janvier 2019, en février, je ne me rappelle plus quand exactement, mais je sais quand est-ce que j'ai été, c'est le plus important. C'était début mars 2019, et ils ont envoyé effectivement un email à tous les wedding planners à travers le monde, en demandant effectivement que, voilà, vous pouvez participer au concours, si ça vous tente, etc. Moi, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. J'envoie ma candidature. Il fallait faire une présentation, présenter sa compagnie, présenter le marché en Haïti. Alors, il fallait aussi présenter 5 mariages que vous avez organisés avec des gens qui viennent de l'international. Donc ça a été. Et puis voilà, j'ai rempli mon petit dossier, j'ai envoyé mon dossier. Et sans plus, hein, le lendemain, on me répond, voilà, vous êtes sélectionné. La deuxième étape est la suivante. Il vous faut effectivement avoir un maximum de votes pour partir à Dubaï et aller en finale. Wow. Okay. Bon, je dis là encore, je vais essayer. J'appelle le webmaster qui gère mon site. Je lui dis, voilà, fais-moi quelque chose de sympa avec une petite vidéo pour que je puisse pousser tout le monde à voter. Bon, j'ai envoyé. Et ce qui a été intéressant, c'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement, effectivement, et que toute la communauté vraiment me pousse en fait à aller en finale. Et c'est vrai, grâce à eux, on est arrivé en finale, parmi quand même des wedding planners qui étaient de renom. Et ça a été vraiment grâce à eux. Et lorsqu'on est arrivé en finale, donc maintenant on doit partir à Dubaï et tout ça, c'était pas prévu dans le budget, je vous assure, c'est pas le fait d'acheter son billet d'avion qui coûte cher, ni l'hôtel, bon, il tombe à mon qu'on peut penser, mais c'est juste que c'était pas prévu dans le budget. Donc du coup, je voulais pas partir sans mon mari puisqu'il fait partie de l'aventure. Donc on s'est fait sponsoriser par une compagnie qui s'est proposée volontairement sans qu'on demande rien, quoi que ce soit. Et du coup, ça a été possible, on est parti et c'était une belle expérience. Et la personne qui a gagné face à nous, j'ai trouvé que c'était juste. Pourquoi? Parce qu'elle avait quand même plus de 18 ans dans le métier et moi à l'époque j'avais que 6 ans. Donc j'ai encore à apprendre et je pense que c'est toujours mieux de récompenser quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. C'est un Brésilien et avec une grande humilité. Mais pour moi en fait, pour les Haïtiens, pour moi j'ai été en fait la gagnante. Et c'était des messages comme ça que je recevais. Et depuis lors, ça m'a ouvert des portes sur pas mal de concours.
et j'ai gagné sur 2 concours internationaux. J'ai été publiée sur un livre aussi à l'international où je suis la seule wedding planner de la Caraïbe à être sur ce livre. Donc, c'est pas rien. Excusez-moi. 2 minutes. C'est pas grave. En tout cas, le temps que tu reviennes, c'est pas grave. Le temps que tu reviennes, ce que je retiens dedans, ce que je retiens dans ce que Jaël nous a dit, c'est que en tant que chef d'entreprise, déjà en tant que chef d'entreprise, c'est difficile. Mais quand on est femme, c'est encore un peu plus difficile. Mais l'avantage, c'est quand on est soutenu. Vous voyez, comme elle nous a dit, au départ, son mari la soutient puisqu'il fait partie des décisionnaires actifs de Haïti Déco-Mariage. Première chose. Ensuite, elle avait pas, il faut quand même si on a l'impression qu'on ne peut pas réussir à faire quelque chose ou on ne peut pas atteindre un certain niveau, il faut quand même se donner le moyen de tenter sa chance. C'est important. Quand on est dans le business, il faut quand même se donner les possibilités. Quand on ouvre un business, en tout cas, on ne se dit pas qu'on va se limiter. Quand on devient chef d'entreprise, comme on dit dans les cours de management, il faut avoir cette appétence au risque, en fait. Donc, si vous ne prenez pas les risques nécessaires, les risques qui sont construits, les risques qui vont vous apporter des résultats, ça peut être compliqué. Là, comme elle nous a expliqué, Jaël, dans son témoignage, elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit sélectionnée, mais elle a quand même tenté. Et du coup, elle a fait partie des demi-finalistes. Et elle a représenté la Caraïbe, la femme de couleur, et surtout les wedding planners de Haïti. Ce que je retiens aussi, c'est dans le 3e point, c'est que la communauté est importante. Si ta communauté te soutient, c'est parfait. Du coup, Jaël revient. Donc, elle est de retour, mais j'ai expliqué Désolée. Non, pas grave. J'ai expliqué un petit peu les points et j'étais sur le point de ta communauté qui t'a beaucoup soutenu, qui vous a beaucoup soutenu, qui vous a vraiment porté. Et c'est important, quand on ouvre une entreprise, d'être porté par sa communauté au lieu d'être jalousé, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Justement, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est l'appréhension que j'avais. C'est vrai que j'ai participé, mais avec quand même un côté négatif du genre bon, ben c'est pas sûr que je vais gagner, c'est pas sûr que je vais y arriver et c'est pas sûr que je serai soutenue. Même si j'avais pas été soutenue par tout le monde, ne serait-ce que pour 10 personnes, c'était quand même important. Et je pense que c'est sur cette base qu'il faut dire. Lorsqu'on a un business et on veut fonctionner avec sa communauté, on a souvent effectivement cette mentalité qui dit, travailler avec les Noirs ou travailler avec sa communauté, ça va jamais marcher puisque nous, les Noirs, on se soutient pas entre nous. Ça, je pense pas que c'est vrai parce que qu'est-ce qui fait fonctionner mon business? C'est les gens de ma communauté. Donc, si j'avais pas ces gens de la communauté, mon business n'allait pas exister. Donc, ça prouve quand même que c'est pas vrai lorsqu'on dit que les Noirs ne soutiennent pas les Noirs. Donc, c'est pas une planeur européenne, ou je sais pas moi, on va dire, j'aime pas utiliser le terme blanche puisque je veux pas être trop péjoratif, mais c'est pas quelqu'un d'une autre nationalité qui a implanté sa compagnie en Haïti et qui fait fonctionner, qui fait vivre en fait son business. Mais c'est vraiment quelqu'un d'origine et qui se fait aider par sa communauté. C'est que ça. Donc la communauté reste quand même importante. C'est vrai que on a aussi ce petit côté pessimiste vis-à-vis de notre communauté. Parce que tu vois, dès que tu essaies de faire quelque chose, tu as toujours des critiques. Et malheureusement, ces critiques-là viennent souvent de ta communauté. Mais c'est pas tous. Mais c'est pas tous, en fait, tu vois. Et du coup, le fait que les Haïtiens se sont levés et ont été derrière toi jusqu'au bout et t'ont quand même, j'ai envie de te dire, t'ont quand même honoré, ton mari et toi, en tout cas Haïti Déco, parce que même si vous êtes arrivés en demi-finale, pour eux, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que vous avez relevé la, comment on dit ça, le témoignage que les gens avaient de l'Haïti. Vous avez pu montrer un autre côté des Haïtiens qui est bosseur et franchement, quand tu vois, et quand moi je vois les photos en tout cas sur la page Haïti Déco, je me dis oui, c'est pas de la photo de bas de gamme. Donc non, c'est vraiment quelque chose de niveau international. Et c'est pas parce qu'en fait on est sur la carte des pays pauvres qu'on va se comporter en tant que tel. L'Haïtien, il faut savoir, c'est une population, une communauté très fière. Et même lorsqu'elle est au plus bas niveau, elle garde quand même son respect, sa fierté. Et c'est ce qui ressort effectivement c'est ce que moi aussi j'ai appris de chez l'Haïtien, parce que je n'ai pas grandi dans cette communauté. C'est vrai que j'ai grandi dans une communauté plutôt antillaise et française.
Et ça a été tout un apprentissage, mais ça a été un apprentissage qui a été quand même quelque chose de positif, puisque j'ai retenu pas mal de choses de chez nous, les Haïtiens, et surtout, en fait, on rencontre vraiment des gens qui se battent tous les jours pour pouvoir effectivement réussir dans leur vie. Ah, on t'entend plus. Ben, je parle plus, Pardon. Désolée. Par rapport à l'Internet. Non, mais du coup, oui, t'en as qui se battent tous les jours et c'est important de les soutenir. C'est important de leur dire qu'on est derrière eux. Plus on se soutient, en fait, plus on va pouvoir changer la perception que les autres ont de nous. D'où l'intérêt d'être vraiment très professionnel, très cadré dans ce qu'on fait. En tout cas, j'espère que vous avez commencé à écouter et que vous avez compris donc les quatre points, le soutien de son entourage, avoir le courage d'aller, de frapper aux portes, de casser les murs, d'être aussi entouré de sa communauté, que la communauté nous soutienne. Et puis, il y a le travail, la persévérance et surtout être très professionnel. Du coup, n'hésitez pas à partager le live. Nous, on continue dans nos questions, Jaël. Là, on va partir sur la partie personnalité. Personnalité et travail. Moi, ce que je retiens dans la conversation qu'on vient d'avoir, tu es une femme passionnée. Parce que déjà, tu l'as dit par rapport à ton travail, tu aimes beaucoup l'environnement du mariage, mais ça se voit, tu es passionnée. Et tu es une femme aussi fonceuse. Du coup, la passion et ce caractère de vouloir toujours aller plus loin, plus haut, comment tu arrives à le mixer à ton travail? En fait, c'est quelque chose de naturel chez moi, mais qui peut être aussi un défaut. Alors, je vais dire pourquoi un défaut, parce que effectivement, je suis quelqu'un de passionné et parfois on peut ne pas vivre de sa passion. Donc, il faut savoir effectivement être passionné, c'est vrai. Donc, ça, c'est déjà un plus puisqu'on va aimer ce qu'on fait, mais surtout pouvoir effectivement canaliser tout ça et pouvoir encadrer tout ça pour pouvoir en faire un business. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés et comme dit mon mari, tu as des passionnés artistiques, donc des gens qui sont là pour créer des arts et que l'argent ne les intéresse pas. Et tu as des passionnés qui sont passionnés et qui font juste pour faire. Et tu as des gens qui sont passionnés qui arrivent effectivement à tirer profit de ce qu'ils font. Donc, c'est quelque chose effectivement ancré chez moi. Je ne fais pas ce que je n'aime pas, c'est clair. Après, si je ne suis pas passionnée par quelque chose, ça ne va pas marcher avec moi. Et l'autre aspect concernant effectivement le côté fonceur, c'est important parce que je ne me laisse pas effectivement intimider par les barrages que je puisse rencontrer. Donc, si je rencontre effectivement des obstacles, le côté fonceur va toujours prendre le dessus, mais parfois ça peut être effectivement néfaste ou j'ai tendance parfois, et c'est pour ça que je dois souvent me canaliser, c'est là que mon mari fait l'équilibre avec moi, parce qu'on peut être fonceur et ne pas réfléchir. Et ça m'arrive effectivement de penser et de ne pas penser effectivement à ce qui arrive derrière. Et après, on improvise au fur et à mesure. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Mais effectivement, ce côté chez moi, c'est quelque chose que qui est inné et j'ai toujours été comme ça. Et même à l'école, on me le disait. J'étais toujours la première effectivement à me proposer ou à lancer ou à entrer dans des activités pour que je puisse effectivement je puisse atteindre mes objectifs. D'accord. Mais du coup, alors ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas tout le temps vivre de sa passion. Donc il faut pouvoir se canaliser et trouver le juste milieu. Et quand on est fonceur, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir avoir la capacité de réfléchir. Du coup, par rapport à l'organisation du mariage, étant passionné, souvent tu dois avoir, parce que quand tes clients te donnent la charte un peu de voilà, je veux que mon mariage soit organisé comme ça, est-ce que tu te laisses emporter dans ta passion, dans ton imagination, tu te dis bon, je reste dans ce qu'ils me demandent J'adore cette question. En fait, je pense que tous les wedding planners sont d'accord avec moi. Même lorsque le client nous donne une charte avec un cahier des charges à respecter, puisqu'il y a un budget aussi à respecter, on fait toujours des petites folies. On rajoute toujours un petit plus. Parce qu'en fait, il faut savoir, surtout en décoration, que c'est sa carte de visite. C'est notre carte de visite. Donc, si on peut ajouter quelque chose, on le fera.
Et c'est déjà arrivé, oui, que je puisse faire des folies, hein, que je puisse faire, je sois tellement emballée par une thématique et que voilà, la thématique, c'est quelque chose qui rentre en moi, je me sens bien avec, que je fasse zéro bénéfice dessus, hein. Mais après, je me dis, bon, c'est pas bien grave, donc je peux l'utiliser comme outil marketing, l'utiliser sur mes pages Instagram et réseaux sociaux. C'est sûr que, bon, ça fait pas trop plaisir à mon mari, puisque c'est lui l'administrateur et le comptable de la compagnie. Et quand je lui dis, j'ai trouvé des excuses, mais oui, j'avais mal fait le budget, machin. Maintenant, ça passe plus ces excuses-là. Mais on a tous cette problématique, nous, wedding designers, et c'est surtout dans la partie décorative, effectivement, si on voit quelque chose et surtout on a envie de faire plaisir à nos clients, on va pas hésiter à le faire. Après, effectivement, on essaie de rester dans la logique, en fait, pas dans la logique, mais dans la réalité pour ne pas se retrouver, effectivement, à ne pas pouvoir payer ses factures. Mais sur une année où je peux faire une fois comme ça, un geste comme ça avec des clients et voilà, réaliser un mariage sans que ça passe spécifiquement en bénéfice. C'est beau parce que ce que je retiens, c'est que la passion, c'est aussi donner son pouvoir attendre en retour. C'est important. C'est important. Ouais. C'est un métier, je pense que si on le fait juste pour l'argent, on va pas réussir dedans. Et c'est sûr que j'ai fait beaucoup de conférences ces temps-ci avec des gens qui souhaitent devenir wedding planner. On est en Haïti dans un marché restreint, petit. Et donc, ça veut dire une dizaine de wedding planners, c'est déjà beaucoup. Donc, je parle des 10 meilleurs, des 10, en fait, on va dire les wedding planners qui ont déjà, on va dire, comment on dit ça déjà? J'oublie l'expression, mais c'est pas grave, mais qui sont déjà basés sur le marché depuis des années, et qui sont vraiment connus. Maintenant, les nouveaux qui arrivent, parce qu'il y en a beaucoup, mais ne se disent pas forcément que c'est beau tout ce qu'on présente, mais il y a tout ce qui est derrière, et c'est le back-office, il faut vraiment rentrer dedans, toute la partie administrative, toute la partie logistique, toute la partie management, toute la partie comptabilité. C'est pas juste venir et puis tu vois, t'es émerveillé par la décoration et tu dis que oui, j'aime la décoration, je veux faire ça. C'est pas juste ça. Donc, il y a tout cet aspect, effectivement, qui demande une analyse et qu'on essaie de faire comprendre aux gens que ce métier, c'est un métier où on donne avant tout. Et voilà, parce que moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas de bénéfices, donc je faisais que donner et j'étais dans une période d'apprentissage. Et ça a duré à peu près 3 ans, 3 à 4 années. Donc, il faut savoir que je suis restée quand même salariée pendant 3 ans. Et c'est sur la 4e année, j'ai décidé d'être mon propre patron. Mais ça n'a pas été facile. Et vraiment sur la 5e, la 6e, la 7e, la 8e année, on commence au fur et à mesure à maîtriser les choses et à dire, voilà, bon, on assume le rôle et on se dit que oui, je suis professionnelle et oui, je suis reconnue dans ce qu'on fait. Mais avant, c'était pas encore le cas parce qu'il y avait toute cette période d'apprentissage, toute cette période où on donne de sa personne et on essaie de comprendre aussi ce que souhaitent les autres et aussi on apprend du marché aussi en Haïti. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. Je veux rebondir dessus parce que t'en as de plus en plus qui se disent on va se lancer on va avoir notre propre business et qui s'attendent à devenir milliardaire au bout de 3 mois. Mais ça, c'est sur Internet. Voilà. Et même sur Internet, pour être consultante en digital, on ne devient pas milliardaire au bout de 3 mois. Mais tu vois, je veux rebondir dessus parce que comme tu dis, alors déjà, être chef d'entreprise, c'est donner avant tout et avoir la capacité d'apprendre, de se disposer à l'apprentissage. Parce que beaucoup ouvrent leur entreprise en se disant « je sais faire, donc je vais ». C'est pas vrai. On ne sait pas faire, c'est pas qu'on y va. On connaît quelque chose, on a une base, mais quand on se lance, c'est surtout pour apprendre et surtout à faire en sorte d'être reconnu, de se poser quelque part. C'est ça, avoir une entreprise. Donc, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions à Jaëlle au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est hyper intéressant ce qu'elle vient de dire. Elle a ouvert ils ont ouvert leur société. Pendant 3 ans, elle est restée salariée parce qu'elle ne faisait que donner. Quand on est entrepreneur, c'est ça, hein, on donne déjà parce qu'on a cette envie de donner à quelqu'un ce qu'on sait faire et on est aussi dans la contrepartie de l'apprentissage parce que plus on grandit,
plus on va on va devenir expert dans notre domaine, mais on n'est pas expert parce qu'on ouvre une entreprise. Et le deuxième point très important, c'est pas parce que vous avez ouvert une entreprise aujourd'hui qu'au bout de 3 mois, vous allez devenir milliardaire. Non. Comme disait Jaël, c'est au bout de 7 ans, c'est ça? 7-8 ans? Non, même 7-8 ans, je ne suis pas encore milliardaire. On est encore... Mais tu as pu. Après, voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche aussi où je souhaite spécifiquement ou spécialement ou intensément devenir milliardaire. Mon mari et moi, on a une conception de vie qui est vraiment relativement très simple. Et si c'était pas le cas, on ne serait pas en Haïti à l'heure qu'il est. On serait peut-être ailleurs. Et notre conception est basée effectivement sur le contentement de ce qu'on a. L'essentiel, c'est de pouvoir payer ses factures, ne pas devoir de l'argent à qui que ce soit et aider ceux qu'il faut aider. Après, voilà. Mais on n'est pas milliardaire. On fonctionne effectivement avec l'essentiel de ce dont on a besoin. On avait 2 voitures, on en a vendu une, on a gardé une voiture. Donc, on réduit le maximum de dépenses pour pouvoir effectivement se concentrer sur l'essentiel. Après, c'est vrai que je suis très croyante, donc il y a des choses généralement qu'on va effectivement accorder beaucoup plus de valeur. Et je pense que si on monte un business, après chacun a ses objectifs hein, en fonction de son choix de vie, etc. Mais nous, on n'est pas plus malheureux que les autres, et on vit très bien. Et je pense que le plus important, c'est ça. Donc, ouvrir un business, avoir l'objectif principal de devenir riche, je sais pas, hein, mais je pense pas que celui qui avait créé le KFC, au départ, c'était pour devenir riche. Donc, celui, bon, après, voilà. Après, les gens qui se lancent dans le e-commerce ou les gens qui font, forcément, ils attendent qu'ils aient un retour financier. Mais au départ, c'est toujours la passion qui pousse les gens, en fait, à agir. Ils imaginent effectivement avoir des millions. Après, ça s'enchaîne. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette démarche. Et si quelqu'un souhaite devenir riche, je ne dis pas qu'il n'y a pas de devenir riche, il y en a beaucoup. Mais non, on ne fait pas partie de cela. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais pour résumer, être entrepreneur, c'est aussi des sacrifices. Tu disais que vous aviez 2 voitures, vous en avez vendu une pour vous concentrer sur l'essentiel. Quand on devient chef d'entreprise, mesdames, ça vaut pour vous parce qu'on est dans Afro Women Business, il faut pouvoir se sacrifier. Il faut vraiment pouvoir remettre en question ses dépenses et se dire, OK, il y a des choses que je vais retirer de ma vie parce que maintenant, mon objectif, c'est de vraiment arriver à un point B avec ce que j'ai commencé mon entreprise. Il n'y a que comme ça que vous ferez succès. Autrement dit, ça peut être compliqué. Du coup, on va continuer. Là, on part sur le 3e thème qui est la culture et le travail. Alors, de ce que j'ai entendu, tu es de la Guadeloupe et tu vis en Haïti. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit, nous, Haïtiens, à un moment, je me suis dit, la fusion est faite. La fusion est faite. Du coup, aujourd'hui, par rapport à ta culture et le travail, est-ce que tu es déjà reconnue culturellement? Parce qu'on sait tous qu'on a des cultures un peu compliquées, surtout nous qui avons des origines, hein, que ce soit africains ou caribéens. Est-ce que déjà tu es reconnu? Et comment tu fais? Parce que du coup, est-ce que maintenant tu as les 2 cultures, haïtienne et guadeloupéenne? Bon, en fait, c'est 2 cultures totalement différentes. Alors là, franchement, il y a eu le choc des cultures. Et jusqu'à présent, c'est un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage. C'est pas facile. Ah. Alors, on est en direct d'Haïti, donc le réseau est un peu complexe. J'espère qu'on va retrouver Jaël. D'ici là, n'hésitez pas à partager. Voilà. Désolée. On t'a récupéré. Alors, je disais que la culture guadeloupéenne et haïtienne, c'est vraiment le choc des cultures. Hein. On a tendance à penser que parce qu'on est noir, on a la même culture, on a les mêmes racines, on a les mêmes origines, on n'a pas la même culture, on mange pas de la même façon, on parle pas de la même façon, on ne pense pas de la même façon, on n'a surtout pas la même éducation. Et c'est l'éducation qui va faire la différence. Après, c'est de la même. Enfin, je vais prendre un exemple. On peut être de la même culture, ne pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même éducation. Et l'éducation, c'est ce qui va faire la différence. C'est même pas une question de culture, ça va être une question d'éducation. Alors, moi,
comment me considèrent les gens en Haïti? Ben, ils me considèrent toujours comme étrangère. Donc voilà. Donc ça, j'ai compris, il n'y a rien à faire. Je suis l'étrangère, je suis celle qui est venue habiter et celle qui ne comprend pas les tarifs. Ou par exemple, j'ai des gens qui s'imaginent, les gens ont des préjugés, beaucoup de préjugés en Haïti. Et ils s'imaginent, par exemple, lorsqu'on vient d'étranger, ben, forcément, on doit faire ses courses. On doit tout le temps faire ses courses au supermarché et qu'on ne va pas au marché. Ok. Ça vient. Donc, c'est un truc tout bête, hein. Mais c'est compliqué. C'est la partie pour moi la plus compliquée où j'essaie de m'adapter jusqu'à présent. Et c'est pas facile. Et des fois, ça peut même toucher votre voile. C'est pas évident. Mais je pense que c'est pas évident parce que j'arrive même pas à mettre des mots dessus ou des exemples. Mais ne serait-ce même au niveau, par exemple, des ressources humaines, j'ai des employés, ça fait des années qu'ils travaillent avec moi, et ça fait des années que je leur fais la même remarque et qu'il n'y a pas forcément de changement. Et après, c'est des choses, mon mari essaie de m'expliquer que voilà, et il y a l'historique, il y a l'histoire de la personne qui fait que dans sa tête, il n'est pas capable de faire. Et dans la culture haïtienne, il y a ce côté effectivement négatif. Telle chose est réservée à un tel, et telle chose est réservée à un tel. Dit que les gens ne s'imaginent pas, ben, dès que tu as envie ou dès que tu veux et dès que c'est légal, c'est normal, c'est naturel, c'est pas quelque chose d'illégal, tu en as envie, tu y as droit. Du moment que ça reste dans le cadre légal. J'insiste sur la partie légale, qu'on ne puisse pas penser que, voilà, j'ai vu que la dame a une jolie paire de chaussures, donc j'ai envie de l'avoir, je vais tout faire pour l'avoir. Non, c'est pas ça. Ce que je veux comprendre, c'est que dans la culture haïtienne, on a beaucoup d'interdits qui ne sont pas en réalité des interdits. Ce sont des obstacles que les gens se mettent dans leur tête et se disent que bon, c'est pas réservé à moi, donc je vais pas y arriver, donc c'est même pas la peine de me forcer, je vais me contenter de mon petit rôle et puis c'est fini. Donc il y a ce manque effectivement d'objectivité et ce manque d'ambition. Voilà, ce manque d'ambition. Donc après, mis à part ça, c'est vrai que j'apprends tous les jours au niveau de la culture, hein, mais c'est avec une culture, pour moi c'est le plus, c'est mon obstacle en fait le plus grand. D'accord. Du coup, après je pense qu'au niveau des préjugés, comme disait comme disait Charla, les préjugés c'est dans toutes les Antilles. Et j'ai quelqu'un qui a marqué non, nous gens fausses. Je ne sais pas si tu as compris. Nous quoi, pardon? Nous gens fausses. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. C'est un commentaire. Je pensais que c'était créole. Ou peut-être que c'est moi qui le lis mal. C'est peut-être moi qui le lis mal. Je ne suis pas des Antilles. Mais après, c'est vrai qu'on se met tous des barrières. Encore une fois, nous, en tout cas, les gens de couleur, je vais dire afro et caribéens, on a tendance à se mettre des préjugés. Je parlais avec une fille il n'y a pas longtemps et elle me disait que c'est aussi des séquelles liées à l'esclavage et tout ça. Mais on aura un autre live dessus qui va être très intéressant aussi. Mais voilà. C'est l'explication que j'ai aussi et de certaines personnes qui essaient de me faire comprendre comment fonctionnent les choses dans leur tête. Il faut savoir qu'Haïti n'a pas vécu, par exemple, c'est pas le même vécu que les Antilles françaises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu notre indépendance assez tôt. Donc, du coup, il y a des choses, effectivement, qu'on n'a pas eu ce métissage qui soit comme... Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas envie d'utiliser des termes et après tu me fasses incendier. C'est un sujet que je n'aborde pas. Okay. Mais j'ai bien compris que l'histoire joue aussi un rôle important. L'histoire joue un rôle très important et il faut qu'on puisse, nous, changer les mentalités. Il faut qu'on arrive à changer les mentalités, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes. Si on n'arrive pas à changer ces mentalités, on n'arrive pas à passer au-dessus d'eux, ça peut devenir très, très compliqué. Mais voilà, on a... en tout cas, Afro Woman Business va accueillir dans pas longtemps une jeune femme qui, elle, son métier, c'est ça, apprendre aux Afro et aux Caraïbéens à quitter cette mentalité de limitation et de créer des images de marque, pas que pour maintenant, mais pour aussi notre descendance. J'ai mis un post tout à l'heure qui parlait justement du fait que combien de gens de couleur
ont créé leur entreprise, sont décédés et aujourd'hui, l'entreprise existe encore, premièrement. Et est-ce que l'entreprise est gérée par la descendance de cette personne? Ça, c'est vrai. Effectivement, on est très limité à ce niveau. Et moi, je connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup, mais après, je pense effectivement, comme tu le disais, c'est une mentalité, c'est une éducation et effectivement, c'est se dire. Et c'est la même chose aussi hein, pour ma compagnie. Je dis toujours aux employés, mais dites-vous bien que cette compagnie, elle peut vous appartenir demain parce que je n'ai pas d'enfants. Je pense pas que mes neveux seront intéressés à se lancer dedans, puisqu'ils sont plus dans le domaine médical. Donc, ça veut dire que si toutefois on décide d'arrêter, vous avez la possibilité de vous mettre ensemble et de vous dire, madame, on veut vous acheter la compagnie et on veut pérenniser ou pousser ce que vous avez continué. Mais ils n'ont pas, on dit ça, mais les gens ne voient pas parce qu'ils se limitent. Ils vivent dans cette limitation et c'est bien dommage. C'est très, 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 très dommage. Mais du coup, on va pouvoir en parler et on en parle déjà ce soir. Il faut qu'on commence à changer les mentalités, arrêter de se dire que on est fait pour ça, on est dans cette case-là. Parce que, en fait, en restant dans cette pensée-là, on a malheureusement un autre groupe de personnes qui, elles, vont se révolter. Mais la révolte est de mauvaise augure et de mauvaise. Donc, du coup, ceux qui sont encore limités, c'est le moment de vous réveiller, de reprendre votre identité et de vous dire, comme Jaël vient de le dire, elle, aujourd'hui, elle n'aura pas à qui donner son entreprise, mais vous qui travaillez avec elle, vous pouvez très bien vous dire, nous, on veut la reprendre et faire perdurer cette activité-là et qu'elle reste dans la communauté. Du coup, Jaël, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Je vais lancer, moi, le générique de Qui sera là vendredi prochain à ta place et on va continuer après. À tout à l'heure. À tout de suite. On est de retour. Donc voilà, vendredi prochain, on va parler épices, tout droit venu. Tout droit venu d'Afrique, du coup du Togo spécialement. Donc vendredi prochain, on sera au Togo. Donc lundi, on était en France, mais on était sur la partie haïtienne. Aujourd'hui, on est en Haïti. Et vendredi, on sera lundi. Ah non, la semaine prochaine, c'est la semaine du Togo aussi, puisque lundi, on sera aussi au Togo. Donc voilà. On va revenir un peu sur Jaël. J'espère qu'en tout cas, tout le monde y trouve son bonheur, tout le monde y trouve son compte et des conseils. N'hésitez pas à partager, surtout partager, que tout le monde puisse avoir toutes ces bonnes informations, surtout ceux qui veulent se lancer dans le wedding planning, parce que les conseils que Jaël donne, c'est justement que quand elle s'est lancée dedans, elle ne faisait pas forcément de bénéfices pendant les 3 premières années, mais elle a continué. Parce que c'est aussi quelque chose qu'elle aime faire. En tant que chef d'entreprise, ne pas abandonner parce que vous n'avez pas de retour sur investissement dans l'immédiat. Même dans le e-commerce, c'est comme ça. Je vous assure. Étant consultante dans le digital, même ceux qui veulent se lancer sur des marketplaces, parce qu'on leur a dit oui, sur des marketplaces, dès que tu te lances, ça fonctionne tout de suite. C'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de coûts cachés sur les marketplaces. Du coup, nous, on va partir sur la partie digitale, Jaël. Aujourd'hui, IT Déco et le digital. Comment la fusion se fait? Je n'ai pas entendu la fin de la question, pardon. Je dis comment du coup tu gères IT Déco sur le digital? Comment vous gérez IT Déco au niveau du digital? En fait, là je mets mon téléphone sur silence. En fait, c'est vrai que nous, notre outil principal pour pouvoir communiquer, faire du marketing, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on est très. Au départ, on était très Facebook, ça marchait bien en fait sur IT.
Les gens sont très, très, très Facebook. Et ça, ça date, il y a 6 ans. Et après, effectivement, j'ai dû basculer pour passer sur Instagram. Mais au départ, je voulais pas trop. Mais après, j'ai compris que Instagram, c'était aimé en fait par ceux qui se trouvaient pas à l'étranger surtout, notamment la clientèle que je ciblais. Et le plus gros de ma clientèle, eh bien, effectivement, ils viennent d'Instagram. Donc, c'est vraiment mon outil principal où je soigne ma présentation, je fais attention à ce que je poste, je fais en sorte que ma page ne soit pas brouillon et je prends aussi quelques formations de temps à autre pour que je sois vraiment, comme on dit, up-to-date et que j'ai la possibilité effectivement d'être toujours branchée et voilà. Donc, qui fait que effectivement, c'est vraiment partie intégrante. Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau business et c'est vrai que je n'ai utilisé jusqu'à présent que l'Instagram pour promouvoir ce nouveau business. Donc, c'est vrai que si je dois mettre une annotation sur une échelle de 1 à 10, ben, les réseaux sociaux numéro 1. Je ne me vois pas faire de publicité à radio, je ne me vois pas faire de publicité à la télé. Et les magazines, j'ai essayé, ça ne marche pas vraiment, mais Instagram, rien à dire. Oui, parce qu'il n'y a plus de limitation. Là, c'est accessible au monde entier, surtout si tu mets la partie un peu anglophone, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la langue la plus parlée au monde. Tout à fait. Je vais revenir dessus parce que c'est vrai que dans la communauté, ils ont du mal à intégrer cette partie marketing digital. C'est quelque chose, c'est encore un point noir pour la communauté. Mais c'est bien que tu en parles du fait qu'aujourd'hui, Haïti Déco s'en sert, que les gens ne mettent pas encore ça en place. En fait, ils estiment que c'est pas comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc, c'est important de vraiment se concentrer sur les réseaux sociaux et d'avoir une stratégie. Comme tu disais tout à l'heure, ta page n'est pas brouillon. Il y a une stratégie, une manière de publier, une manière de parler. C'est très, très important. Ok. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si je t'avais posé cette question, mais du coup, les organisations de mariage et d'événements se font que sur Haïti ou vous vous déplacez? Alors, on se déplace aussi depuis maintenant 2 ans. On propose des mariages sur la Jamaïque, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie et qu'est-ce que j'avais mis encore? Et les États-Unis, pardon. Donc, on propose effectivement ces destinations-là. Par exemple, cette année, en juillet, on a un mariage sur la Jamaïque. L'année dernière, on avait eu 2 mariages sur la Floride. L'année prochaine, on en aura aussi sur la Floride. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la clé, en fait, de notre business, c'est vraiment proposer Haïti comme destination mariage. C'est dessus qu'on a le plus de demandes. Et c'est vrai que les Haïtiens sont très, très, très attachés à leur pays. Donc, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige, les gens, s'ils ont pris la décision de se marier en Haïti, ce sera Haïti. Et c'est vrai que les gens, généralement, qui me demandent des destinations, destination wedding ou d'autres destinations, c'est des gens qui, généralement, qui ont un petit peu peur ou qui préfèrent aller sur quelque chose de plus sûr ou ne pas être dans le stress parce que quand quelqu'un prend la décision de se marier en Haïti, on vit dans un stress constant parce que Haïti est très instable sur le plan politique. Donc, du jour au lendemain, ben, on se voit effectivement devoir annuler, reporter la date de son mariage. Plutôt reporter. Je n'ai pas annulé, mais plutôt reporter la date de son mariage. D'accord. Et j'ai pas entendu l'Europe. Alors, du coup, est-ce que l'Europe est prise en compte ou pas encore? Ben, pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de wedding planners en Europe. Et il y a des collègues qui font un travail merveilleux et qui n'ont franchement, j'ai rien à dire. Il y en a, je suis abonnée à quelques pages justement de wedding planners afro et qui sont basés en région parisienne et qui font de très beau travail. Donc, je vois pas pourquoi effectivement. Après, généralement, quand j'ai des demandes sur l'international, on travaille toujours en collaboration avec un wedding planner basé sur place. Donc, D'accord. une sorte de liaison. Pourquoi? Parce que j'estime quand même que je n'ai pas à venir prendre la vedette à qui que ce soit. Il y a un respect. Et dans ce respect-là, ben, je m'efforce de travailler avec un autre wedding planner sur place. Donc, sur la Floride, j'ai un wedding planner avec qui je travaille qui s'appelle Janice. Sur la Jamaïque, je travaille avec Kerry. Sur la Guadeloupe, je travaille éventuellement avec... j'ai oublié son nom.
couleur Antilles. Depuis quelques temps, justement, je suis en communication. C'est quelqu'un que tu devrais, justement, non, c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire, un parcours vraiment extraordinaire. Elle est basée en Guadeloupe. Et elle a aussi une double origine, pardon. Et c'est des gens, effectivement, avec qui je m'entends bien parce qu'ils ont le même état d'esprit que moi. On n'est pas basé sur l'argent, mais on est basé sur le résultat et sur notre travail. Et ça permet effectivement d'avoir une bonne collaboration et qu'il n'y ait pas de souci d'argent entre nous. Donc, c'est surtout ça. Ok. Merci en tout cas, parce que moi, je retiens 2 choses. Mon couleur Antilles, l'invitation est lancée. Donc, on espère la recevoir. Mais ce que tu as dit qui était très important, c'est que tu as dit, je ne veux pas voler la vedette à qui que ce soit. Et c'est important. C'est comme ça qu'une communauté avance. Parce que malheureusement, tu en as qui, ils sont prêts à tout pour écraser leurs frères et faire leur propre business. Si on veut travailler en collaboration, c'est beaucoup. Voilà. Ce qui est important pour qu'une communauté avance, apprenons à travailler en collaboration. N'allez pas chercher à écraser Pierre, Paul ou Jacques pour faire votre richesse, ça n'a pas de sens. Une communauté avance, et je reprends encore l'exemple de la communauté chinoise. Et je suis désolée, ils ont réussi à prendre tout le 13e, ils ont presque tous les bars tabac de Paris parce qu'ils travaillent ensemble. Donc nous, Afro, Caraïbes inclus, apprenons à travailler ensemble au lieu d'écraser les uns les autres pour notre propre plaisir. En fait, tu sais, je voudrais intervenir sur cette partie justement. Parce que tout à l'heure, on parlait de culture. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. C'est le fait d'avoir quitté la Guadeloupe pour m'établir en fait en Haïti. Il faut savoir que, comment dire ça? C'est ce recul qui me permet effectivement de comprendre comment fonctionne la culture aux Antilles. Et j'ai pu constater que pour certains, le fait d'avoir effectivement quitté la Guadeloupe, j'étais plus guadeloupéenne. Donc, c'est pour montrer que nous, effectivement, on a une façon, une conception de voir les choses des fois, qui est des fois un petit peu étrange et bizarre, mais c'est ce qu'il faut travailler chez nous pour pouvoir effectivement accepter l'autre, accepter les décisions de l'autre, et ne pas penser effectivement qu'on est supérieur aux autres. Lorsqu'on est noir, on est noir, hein, et lorsqu'on a des origines afro, on va dire afro, je parle même pas des origines caribéennes, qu'on soit logique. Les gens qui viennent de la Caraïbe, avant, c'était des Indiens, des Caraïbes, et c'était pas des Africains. Donc, on va parler vraiment d'origine afro. Et c'est ce problème que nous avons, et tu l'as si bien dit, les Chinois ont fait ça, effectivement, s'unir, où ils se considèrent, après, c'est vrai que je ne vis pas dans leur communauté, je ne sais pas vraiment tout ce qui se passe chez eux, mais d'après ce que moi je vois qu'ils essaient effectivement de travailler ensemble. Et c'est ce travail ensemble que nous n'avons pas, nous, les Africains, et quelles que soient nos origines, ou quelle que soit notre zone géographique, et c'est ça, effectivement, travailler ensemble. Et c'est se dire que lui, c'est un Antillais, lui, c'est un Africain, elle, c'est une Haïtienne, mais on a l'impression qu'on a différentes catégories de noirs, plusieurs niveaux de noirs, tandis qu'on n'est pas censé avoir, on est censé avoir qu'une seule communauté noire avec différentes cultures. Et cette culture-là, ça va effectivement se faire. La différence va se faire à travers, effectivement, sa zone géographique. Oui, parce que les Chinois, ils ont aussi des ethnies. Il y a beaucoup d'ethnies en Chine, mais ils ne s'arrêtent pas à l'ethnie. C'est on est Chinois, on avance ensemble. C'est important que cette mentalité-là, cette façon de penser-là, soit intégrée par tous, surtout de la communauté noire. Sinon, ça va être compliqué. Il y a Charla qui dit exactement, je ne comprends rien dans ça. Même nous, on n'y comprend pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on arrive encore à se dire aujourd'hui que non, elle est de tel pays, lui, il est de tel pays. Donc, on se met des bâtons dans les roues, alors que les Chinois, ils s'en fichent. Tu peux être de Zenshen, tu peux être de je sais pas quoi. On est ensemble, on travaille. On met notre culture et tout ça derrière nous et on avance. Pourquoi aujourd'hui ils sont une puissance mondiale? Pas parce qu'ils sont nombreux, non, mais parce que, étant nombreux, ils ont réussi à former une seule personne et avancer. Donc, très cher, le message est passé. J'espère maintenant que vous allez prendre conscience.
Nous, on va continuer notre petite question. On passe sur la partie foi maintenant. Tout à l'heure, tu disais que tu étais croyante. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ta foi fait partie intégrante de ton activité ou est-ce que c'est des choses que tu sépares? Comment tu évolues? Comment ta foi évolue dans ton travail? Ou est-ce qu'elle évolue dans ton travail? En fait, pour moi, ça fait, c'est ma foi et mon travail. Pour moi, ils sont liés. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on met en application ce qu'on voit dans sa Bible et puis au niveau de son travail, ne pas pouvoir les appliquer. Après, étudier sa Bible pour pouvoir effectivement mettre en application, c'est pas juste en allant effectivement à des assemblées qu'on fera ça, c'est le faire tout le temps. Donc, je prends juste un exemple. Hein. Il y a une fois, je lis un passage sur Moïse où on explique que Moïse, effectivement, a voulu acheter... est-ce que c'est Moïse? 2 minutes. C'est ça. Non, c'est pas Moïse, pardon, c'est Abraham. Et Abraham a voulu acheter, effectivement, une cave pour sa femme, une cave en général. Et du coup, le peuple qu'il avait consulté pour pouvoir acheter, effectivement, sa cave, lui disait, ah ben, je peux te l'offrir en cadeau. Et lui, il dit, non, 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 nous, on va mettre nos trucs sur papier. Bon, à l'époque, c'est pas des papiers, mais on va mettre nos trucs là, allons dire par écrit, et je vais vous payer comme il se doit, l'équivalent de ce que ça coûte. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ça? Ben, lorsqu'on fait un business, ben, il faut toujours mettre les choses sous contrat. Donc, c'est pour ça que je dis que ma foi, en fait, fait partie intégrante, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut utiliser à travers la Bible dans son business, ne serait-ce que comment effectivement se comporter avec ses employés, quelles sont les choses à changer, à améliorer chez soi sur le plan comportement. Moi, j'ai quand même pas mal d'efforts à faire au niveau de mes employés et parfois, j'avais tendance à m'énerver très rapidement, à ne pas être patient. Ben ça, j'ai appris justement qu'on ne peut pas plaisir aux gens qui s'énervent vite, qui ne sont pas patients. Donc, on ne peut pas dire ne pas aimer Dieu et puis ne pas faire ces changements chez soi. Donc, oui, ça fait partie intégrante, c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà. Même aussi au niveau de l'honnêteté, je ne vais pas facturer un client plus que ce qu'il demande. Je ne vais pas, s'il reste de l'argent en plus, je lui dirai, mais tu sais, il restait tant en plus, voilà ce que j'ai fait avec, que tu devais normalement prendre ça, prendre quelque chose, donc tu jugeais bon d'acheter plus de fleurs ou d'acheter plus de trucs ou de mettre plus de trucs. Si ça te dérange, tu me dis, etc. Donc, voilà, donc ça fait vraiment partie intégrante. Et je pense que si tout le monde, effectivement, après, chacun fait ce qu'il a à faire, mais je ne veux pas être la personne qui dit croire en Dieu et après, je crois en Dieu lorsque je suis assise dans une assemblée. Et après, dans mon comportement de tous les jours, c'est autre chose. Donc, ça ne fait pas de sens pour moi. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une amie qui avait eu pas mal de choses, on avait remarqué pas mal de choses. Et elle me disait, tu sais, croire en Dieu, c'est être transformé. Être chrétien, c'est être transformé. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas te dire chrétien. Beaucoup donnent des témoignages de oui, moi avant j'étais ça, mais quand tu regardes bien, ils n'ont pas pu changer que ça et ils ne sont pas disposés à. Et quand tu lances ton business, en effet, la Bible a tellement de paroles de sagesse, tellement de conseils, qu'en fait, oui, tu ne peux pas te séparer de Dieu pour lancer ton business. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est partie intégrante parce que dans ma Bible, je retrouve tous les conseils dont j'ai besoin, que ce soit pour gérer mon business, si j'ai des employés demain, comment apprendre à les gérer, et même dans ma vie personnelle, comment réagir à certaines situations. Tout est dedans. Du coup, merci. Est-ce que tu as un témoignage vis-à-vis de justement le fait que quand tu nous as donné le passage d'Abraham, mais un témoignage par rapport à Haïti Déco et la présence de Dieu, en tout cas l'intervention divine dans l'entreprise? À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. En fait, il y a une histoire. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Là, maintenant, j'en ris parce que ça peut faire en rire. Mais j'ai eu un client. Au départ, il était super gentil, super cool et tout ça. Et il se trouve qu'Haïti est un pays très instable sur le plan politique.
Et au moment qu'ils devaient rentrer en Haïti pour faire leur mariage, il y a eu ce qu'on appelle pays bloc, donc il y a eu des manifestations, barrages de route, etc. Et eux, ils devaient aller se marier sur la plage. Donc du coup, pour accéder au site, en fait, à l'hôtel où ils devaient se rendre, c'était pas possible. Vraiment impossible. Les gens, il y avait des gens avec des armes, etc. Voilà, je dirais pas image de guerre, je ne vais pas exagérer non plus, mais c'était pas possible. Et du coup, alors je leur dis, voilà la solution, on va essayer de faire un mariage dans la capitale, ou se rendre sur la plage, parce que là, on ne peut pas y aller. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va se débloquer. Les gens viennent de l'étranger, ils venaient des États-Unis, ils étaient 75. Et on a beau leur expliquer, beau leur dire que voilà, c'est pas possible, etc. et tout, qu'on risque ils vont mettre leur vie en danger. Moi, je vais mettre la vie de mon staff aussi en danger. Les gens n'entendent rien. Ils ont même dit qu'on mentait, qu'il n'y a rien sur les routes et qu'on a inventé cette situation. Et pourtant, les gens sont conscients qu'il y a un vent de panique et que les routes sont pratiquement vides et que même la police les déconseille. Je suis en communication avec les ambassades. On nous dit non, ne prenez pas la route, etc. Les gens ne veulent rien entendre. Et là, le mari, en fait, trouve une patrouille de police et discute avec eux et trouve un arrangement. Est-ce qu'ils peuvent les sécuriser sur la route en allant? Bon, ils ont trouvé un arrangement, ils décident effectivement de les accompagner. Et là, je suis dans l'obligation, effectivement, d'y aller. Et là, j'envoie deux de mon staff dans le bus et moi, je reste avec le staff où on doit se déplacer avec le camion, le matériel pour aller aussi travailler sur la plage. Et du coup, là, je vous assure que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et là, je commençais à prier, mais à prier. Et à un moment donné, là, j'ai senti que plus je priais, plus je me sentais bien. Et je me sentais mieux. Et j'avais l'assurance et la conviction que tout allait bien se passer. Et de temps à autre, je suis en communication avec mes assistantes et je leur demande alors comment ça va, vous êtes à quel niveau? On est là, madame, ça va et tout. Et j'ai dit, et les invités, ils ont vu quand même de leurs yeux que c'était barré. Oui, mais madame, ils ont même dû s'arrêter à un moment donné, les policiers, pour pouvoir débarrer un peu. Et comme ils avaient des armes, donc ça allait. Et j'ai dit, ils ont vu que c'est pas moi qui ai inventé cette situation. Non, mais ils ont tiré les rideaux pour ne rien voir. J'ai dit, OK. Et puis jusqu'à ce que finalement, ils passent par des routes et tout ça, et qu'ils finissent par arriver à l'hôtel. Et là, on se dit que nous, on est obligé, le reste du staff, on est obligé effectivement de tout faire pour y arriver. Et lorsqu'on arrive maintenant, on vient pour passer. Là, maintenant, il y a la population qui nous dit, n'y allez pas, vous n'allez pas pouvoir passer. Il faut connaître une autre route à l'intérieur. Et cette route-là, on ne la connaît pas. Il était déjà minuit passé. Et du coup, j'appelle une de mes assistantes qui est déjà à l'hôtel. Je dis, tu sais quoi, on ne pourra pas passer parce qu'on nous dit, on nous empêche, vous êtes passé par où? Mais madame, voilà ce qu'on va faire. En fait, c'est l'un des jeunes hommes de la zone qui connaît bien la zone. Il est là, on te l'envoie tout de suite. Et je vais faire la version courte parce qu'il y a eu quand même une partie qui était quand même intéressante, mais je vais quand même faire la version courte. Et finalement, ce jeune homme arrive et il se positionne. On était à 3 voitures. Moi, j'étais dans un pick-up. Il y avait le camion au milieu et puis il y avait une autre voiture qui transportait le reste du matériel. Et pour vous montrer tellement qu'on est à un niveau de professionnalisme, on n'a rien changé comme au niveau de la déco. Donc, on aurait pu perdre notre matériel. On a décidé qu'on allait offrir toute la prestation. Et du coup, lorsqu'on est arrivé, le jeune homme est arrivé vers nous, donc il nous a fait faire demi-tour pour passer par une autre route. Et du coup, il a dit, mais s'il est passé, il y a une urgence, il y a des gens malades, des gens qui sont blessés, bref. Donc, on est passé comme ça. Et jusqu'à ce qu'on arrive effectivement à l'hôtel. Et le jeune homme est resté avec nous tout le week-end. On a payé pour tout ça. Il a dit, tu vois, s'il était resté à mettre des barrages, je n'aurais pas fait autant d'argent. Mais il a été vraiment, pour nous, la réponse vraiment de Dieu. Et ça a été ça, notre assurance. Et j'étais super contente et tout s'est bien passé. Donc voilà, et c'est l'une des histoires. Après, la petite parenthèse, c'est que j'avais la mère de la mariée, à un moment donné, qui nous insultait, qui nous disait n'importe quoi, etc. Et puis, elle nous a dit, si toutefois, je vous ai insulté pour rien, vous savez quoi? Malédiction a tombé sur ma tête. Avec durant le mariage, effectivement, il y a eu un truc qui s'est passé et ça a répondu à tout ça, justement, et c'est là que ça a confirmé, je dis, en plus de ça,
On a eu, tout s'est bien passé, on était sains et saufs. Mais en plus, Dieu a répondu pour moi et a montré à la dame que je ne mentais pas parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un truc quand même qui prouvait effectivement que je n'ai jamais menti. Et quand elle a réalisé ça, je lui ai dit, tu veux bien de verre d'eau? Et puis elle me fait. Je n'ai pas rendu le mal pour le mal parce que j'aurais pu lui rappeler ce qu'elle m'avait dit. Mais donc voilà quoi. Après, j'ai pas beaucoup d'histoires, mais j'ai des histoires comme ça. Voilà. Où effectivement j'ai vu l'intervention, la mère, et où il a fallu être calme. Et ça, c'est pas mon fort, rester calme. C'est la première fois de ma vie que j'avais pas, je parlais pas beaucoup. J'étais vraiment concentrée sur moi et je priais la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà. Amen. En tout cas, c'est un témoignage puissant qui prouve que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il les justifie tout le temps. Tout le temps. Tout à fait. On arrive au terme de l'émission. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous ont écoutés, aux femmes surtout qui veulent se lancer dans un business? Est-ce que tu as... Je vais lancer un conseil aux femmes mariées, aux femmes qui ne sont pas, mais spécifiquement celles qui rentrent dans l'attente de celles qui ne veulent pas d'enfants, qui ont décidé pour une raison ou ne pas en faire, etc. Et qui pensent qu'effectivement, on est heureux que lorsqu'on a une famille, c'est-à-dire qu'on a des enfants et tout ça, des enfants qui crient toute la journée, donc ça c'est une petite blague. Et ce que je veux en fait faire comprendre que, parce que moi je suis dans ce cas de figure où les gens se disent que forcément si j'ai un business et si je suis concentrée sur mon business, c'est pour ça que je veux pas en fait tout ça. C'est un choix. En fait, c'est un choix de vie qui n'est pas dramatique, puisque dans notre culture, on nous fait comprendre aussi que quand on est marié, il faut des enfants. Ben, avoir des enfants, c'est pas la fin de soi, c'est pas ce qui permet de vivre plus longtemps. Et on peut pas aussi pour qu'ils puissent s'occuper de nous lorsqu'on sera vieux. Et ma mère le dit tout le temps ça. Donc, soyez, épanouissez-vous, ok. Soyez vous-même, créez votre business et n'hésitez pas à faire de Dieu en fait votre pilier. Et c'est ça, c'est ce qui est important. C'est pas forcément de se dire que voilà, il me faut me marier, entrer dans un moule quelconque. Ce moule-là, en fait, c'est à vous de décider comment vous voulez bâtir votre moule et qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. C'est la même façon qu'on décide de faire un gâteau de chocolat, on peut le faire de 1 million de façons. Donc, vous pouvez effectivement vivre votre vie comme vous voulez et être une businesswoman comme vous le souhaitez. Donc, sans avoir de préjugés et sans être focalisé sur les préjugés des autres. Donc, voilà. Amen, c'était puissant. Les enfants ne sont pas des signes de réussite ou d'épanouissement. Épanouissez-vous vous-même déjà en tant que femme, c'est très très important. Et si vous voulez vous lancer dans une activité, qu'importe l'âge, vous n'avez pas d'enfant, que c'était votre choix, allez-y à fond. Soyez épanouie et heureuse. Jaël, merci pour ce conseil. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que ça va rentrer dans les oreilles de beaucoup. Et ça va rester, ça va pas ressortir de l'autre côté. Merci beaucoup. Moi, ça a été un plaisir de te recevoir et je pense que dans les likes et les partages, en tout cas, tout le monde a été richement béni, j'ai envie de dire, ce soir. On va se quitter. Donc, je te dis à bientôt. Peut-être en Haïti pour voir une organisation. Peut-être qu'on se verra en France, je ne sais pas. Ça, bon, à cause du Covid, on n'a pas pu y aller. Depuis 2 ans, on n'a pas voyagé d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est assez souvent, mon mari adore en France. Donc peut-être on se verra d'ici là. Qui sait. À bientôt. Peut-être pour une conférence, on verra bien. Yes, j'espère. En tout cas, à bientôt. À bientôt tout le monde. Salut chez vous. Bisous. With Bye. you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you
sun.